Bienvenue dans votre programme Politique Éco. Nous recevons aujourd'hui Éric Bazin, fondateur du Land of African Business. Bonjour Éric. Bonjour Annick. Qui êtes-vous? Qui je suis, c'est une très bonne question. Je suis avant tout un relais, une passerelle, un pont entre différents univers. En tous les cas, c'est comme ça que je me qualifierais et c'est comme ça que je me présenterai à vous. Je suis effectivement le fondateur du Lab, qui est un moment de rencontre, d'échange d'une jeunesse africaine. J'imagine que nous aurons l'occasion d'en reparler, qui est un petit peu en mal et en recherche, bien sûr, d'emploi, mais aussi de sens par rapport à des gouvernants, par rapport à une mondialisation. Donc j'essaye, avec une équipe assez formidable, d'Africains justement et d'Africaines, j'essaye d'être cette passerelle, ce pont le entre lien deux mondes. Entre ces deux univers. Tout à fait. Pour les téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, parlez-nous un peu de votre parcours. C'est un parcours un petit peu atypique parce que j'ai commencé, je suis journaliste, je serai toujours journaliste. J'ai commencé par faire du droit, après j'étais grand reporter et j'ai beaucoup travaillé pour le magazine Paris Match, j'ai travaillé pour le magazine Géo. J'ai eu la chance aussi d'avoir été choisi par le National Geographic pour partir dans des contrées ou sur des reportages assez incroyables. Et de ce périple, de cette aventure, de ce parcours, j'en ai tiré des rencontres très riches, très belles. Et puis j'avais envie que ces rencontres durent plus longtemps. J'avais envie de les prolonger, j'avais envie de faire que je sois un petit peu plus utile. Et il y a 10 ans, avec un autre journaliste, celui-ci américain, un de mes amis les plus proches, passionné de vin comme moi, nous avons décidé de créer les Ateliers de la Terre. Et nous étions un petit peu pionniers avec les Ateliers de la Terre, puisque ces ateliers ont précédé, ont anticipé le Grenelle de l'environnement de Jean-Louis Borloo. C'était en 2005. Et en fait, l'idée était très simple, c'était d'inviter autour de la table les parties prenantes, puisqu'à l'époque, et encore malheureusement aujourd'hui, on se rend compte que des experts, des ONG, des industriels, des médias, des politiques bien sûr, malheureusement travaillent de leur côté. On a l'habitude de dire en silo, mais il suffisait juste, par un petit artifice tout bête, de leur proposer de venir autour d'une table et d'échanger, de mutualiser des bonnes pratiques, de mutualiser même des contradictions à un moment ou à un autre, puisque c'est un peu un paradoxe de dire cela, mais en tous les cas, de faire que les gens se rencontrent. C'est exactement ça. Et depuis combien de temps existe votre organisme? 10 ans, enfin 11 ans maintenant pour les Ateliers de la Terre, et puis le Lab a 2 ans en fait, voilà. L'idée m'est venue très simplement après la COP 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais si vos téléspectateurs s'en souviendront aussi, mais il s'est passé une chose incroyable, c'est qu'en 2009, on avait annoncé que cette conférence des nations, des pays, allait être la dernière, celle de la dernière chance, celle où justement il fallait sauver la planète Terre, la mer Gaïa, la mer, voilà. Et vous êtes engagé justement dans ce projet humanitaire, je dirais, sauver la Terre, et de quelle façon? Alors, de quelle façon? De toute façon, moi, je pars du principe que tout passe par l'éducation, donc j'ai tout de suite été, comment dire, baigné d'envie, de désir, de me rapprocher de réseaux académiques, du corps enseignant, et puis de voir ce qui se passait, en particulier sur le continent africain, dans toutes ces Afriques, comme j'ai l'habitude de les qualifier. Je n'aime pas parler d'une seule et même Afrique, je trouve qu'il y a 54 pays, voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est beaucoup de visages, beaucoup de cultures, beaucoup de religions. Et vous avez eu l'occasion de visiter ces pays, de voyager sur le continent? Si je vous disais que les 54 pays, je les connaissais, non, je vous mentirais. Je n'ai pas du tout l'intention de vous mentir. Donc l'idée, c'est... Non, je ne connais pas du tout toute l'Afrique du Sud, toute cette Afrique. Non, je connais certains pays, on va dire, j'en connais une dizaine sur les 54 que vous venez de dénoncer. Et à l'époque, vous côtoyiez justement des gens issus en tout cas, vous côtoyiez la diaspora africaine pour arriver à un tel projet? En fait, non. Arriver à ce projet, ce fut par un réflexe journalistique qui est simple, c'est que après Copenhague, en décembre 2009, on se retrouve avec un accord à minima dont se gargarisent et se targuent et se satisfont les dirigeants, nos puissants, entre guillemets. Et en fait, vous savez, à Paris Match, où j'ai quand même travaillé plus de 10 ans, la baseline de Paris Match, c'est le poids des mots, le choc des photos. Et puis le choc des photos, la double page d'ouverture du reportage. Vous avez quand même initié le photo-reportage. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que l'idée, c'était de se dire, ben voilà, là il y a une photo, c'est incroyable. Et je vais vous raconter la petite anecdote, parce qu'elle mérite d'être amusante, c'est un petit clin d'œil à l'histoire. Il
il y a les puissants de ce monde. Ils sont 7 autour d'une table, et encore une fois, ils viennent de signer un accord à minima. Il y a un homme, ça peut être une femme, mais il y a un homme de couleur, il y a un noir, mais c'est pas le bon. Le bon eût été un Africain. Celui-ci, c'est Barack Obama. D'accord. Qui ne représente pas, selon vous, cette diaspora africaine internationale, politiquement parlant? Non. Non. Non, je pense qu'en l'espèce, justement, sur cette image, il y a un problème. Le problème est le suivant. On retrouve Nicolas Sarkozy pour la France, Lula pour le Brésil, Merkel, déjà, Angela Merkel, Medvedev qui fait un petit intérim pour son ami Poutine, Lula, je l'ai déjà dit, pardon, Gordon Brown pour l'Angleterre, et on retrouve l'Italien, le clown de service, M. Berlusconi. Donc on n'a pas un Africain. Et on parle de l'Afrique, en fait, sans la présence des Africains, c'est ce que vous expliquez. Les Africains tapent poing sur la table dans la nuit des dernières négociations. La dernière nuit des négociations, on se passe comme on veut. Personne. Donc cette injustice vous fait réagir? Ah, je trouve ça particulièrement injuste, je trouve ça particulièrement anormal, hein, quand on sait que le continent africain est celui qui souffre le plus des gaz à effet de serre produits par ce monde occidental qui n'en a que faire de ce qui se passe là-bas. Mais on parle aujourd'hui du continent africain, l'Afrique comme acteur du développement durable. Oui, parce qu'aujourd'hui, absolument, et l'Afrique va même être moteur, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a compris que les erreurs que nous avons faites, nous, Américains, premier pollueur à l'époque de Copenhague, aujourd'hui c'est la Chine, ou l'Union européenne, enfin les 27 pays européens, aujourd'hui les Africains n'ont pas envie de reproduire ces modèles industriels. Donc ils arrivent au bon moment justement de cette croissance durable? Ah, moi je pense qu'ils arrivent au bon moment, oui, j'en suis convaincu. Maintenant, encore faut-il qu'on les écoute, encore faut-il que justement leur voix résonne. Vous disiez justement que ces jeunes que vous emmenez, que vous mettez en avant dans l'African Rhythmic, c'est Howard. Alors, je cite votre phrase, « Ces jeunes sont extraordinaires, ils ont des projets magnifiques, il leur manque le savoir-faire, mais surtout le faire savoir. » Absolument. Et c'est ce que vous leur apportez avec votre expérience de journaliste, de communicant? Oui, alors tout à fait. Très modestement, ça j'insiste sur l'humilité dont toutes nos équipes font preuve. L'idée, c'est d'accompagner ces jeunes, c'est d'accompagner cette jeunesse qui est performante, qui est innovante et qui est d'une fraîcheur, mais tout à fait réconfortante avec la mondialisation et la vitesse avec laquelle le monde avance. Mais une fraîcheur que vous ne retrouvez pas en Occident? Je vais vous donner un exemple tout simple. J'ai un fils qui a 24 ans, qui vient, là, il y a tout juste une semaine, de lancer une start-up à Paris. Très bien. Il a les mêmes problèmes, il rencontre les mêmes problèmes que des jeunes Africains, qu'un jeune Chinois, qu'un jeune Américain, peu importe. Il a eu la chance, effectivement, d'avoir des parents qui lui ont permis de rencontrer, là, des personnes qui aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, en Afrique, malheureusement, un garçon ou une jeune fille qui a autant de talent que mon fils, n'a pas eu forcément cette chance. Moi, avec nos équipes, on a envie de, comme vous l'avez dit, que ces jeunes se fassent entendre, que ces jeunes soient écoutés, regardés et surtout accueillis dans leur savoir-faire. Et effectivement, il y a notre passé, puisque parmi mon équipe, il y a 3 femmes journalistes qui collaborent avec moi et qui sont précieuses dans cette définition justement de l'information. Mais également, on a mis en place cette année un club de partenaires où on retrouve un cabinet d'avocats, pour ces jeunes toujours, une agence de conseil, le cabinet d'avocats c'est l'ABSN, tenu par des Africains à Paris et au Togo. Donc on retrouve parmi les collaborateurs des acteurs africains. Ah, il le faut. Dans cette stratégie que vous mettez en place. C'est impossible de parler de l'Afrique sans l'Afrique, c'est impossible. Vous ne souhaitiez pas reproduire justement ce qui vous a emmené dans cet engagement? Moi, vous parliez de Copenhague. Je ne veux surtout pas reproduire ce qui se fait encore avec des officines que l'on trouve à Paris, qui sont des officines du siècle dernier pour moi, ou d'avant-guerre, qui sont des gens qui pour moi sont dangereux vis-à-vis de l'Afrique, et en particulier, n'intégrant pas cette jeunesse, sont des gens qui sont particulièrement dangereux. Donc pour vous, il faut un réel changement. Ah, mais pour moi, le temps du changement est venu, c'est maintenant, disaient nos gouvernants à une époque. Non, le changement, c'est maintenant, et il faut absolument en être convaincu. Et de quelle façon, justement, le Lab opère ce changement? Ah, mais tout simplement en intégrant l'Afrique, en intégrant les Africains, en étant à leur côté. On ne dicte rien, on ne fait que proposer, suggérer et accompagner. On n'a aucune prétention. Le propos du Lab n'est pas de donner des leçons, on n'est surtout pas moralisateur. Le propos du Lab, c'est d'apprendre des Africains, des Africaines,
et vraiment de ces traditions, de cette culture que justement on n'intègre pas assez, je trouve. Et vous souhaitez l'intégrer en France ou l'exporter sur le continent? Alors, j'ai été tenté, en fait, pour ne rien vous cacher, Nick, l'année dernière, à pareille époque, j'étais convaincu que la deuxième édition du Land of African Business aurait lieu sur le continent africain, ce qui est pour moi une évidence, mais j'ai été tenté par mes démons journalistiques de repartir un peu sur le terrain, et en fait, de janvier à avril, je suis parti pour le compte du Figaro Magazine et de Paris Match, sur le terrain, un peu partout. J'ai sillonné l'Amérique du Sud et puis la Chine, et puis voilà, le temps a passé et je ne me suis pas occupé de mon petit bébé, de Lab. Le projet. Et donc le projet, effectivement, donc on s'est dit, deuxième édition à Paris, comme la première, mais évidemment la troisième devra avoir lieu là-bas, sur le continent, parce que si elle n'a pas lieu sur le continent, je prendrai ça en tous les cas pour un échec, et il n'y aura pas de troisième édition si on ne part pas l'année prochaine en Afrique, parce qu'effectivement, il y a cette proximité, et puis il y a aussi ce parfum, enfin, il y a cette envie d'être voilà, complètement immergé. Et acteur du développement de ce continent? Oui, à travers cette jeunesse. Vous vous sentez africain? C'est une très bonne question. Je me sens africain... Ce serait très présomptueux de le dire. Non, je ne me sens pas africain, je me sens proche des Africains, oui, c'est certain. J'aimerais certainement être encore plus proche, mais à la fois, je pense qu'il y a chacun sa place. Je dois rester à ma place, et si je me sens africain, pas assez, trop, je pense que non, je ne suis pas africain. La COP22 à Marrakech, une étape forte dans ce développement? Alors, la COP22 à Marrakech, je pense que ça va être un véritable succès à condition que la société civile soit vraiment intégrée au débat, au questionnement, aux interrogations. Le Maroc en prend le chemin, enfin tout du moins la ministre Hakima El Haïté, qui est une personne pour qui j'ai le plus grand respect, est une personne qui a intégré, puisqu'elle vient de la société civile, c'était une femme industrielle, très entreprenante, etc. Et qui est une femme qui a intégré cette notion de société civile. Après, passer après Paris... c'est compliqué. Ce qui est bien, c'est que c'est une COP dont justement le mot d'ordre, c'est la COP des Afriques, de l'Afrique. Donc ça, je m'en réjouis. Je souhaite que les Africains aient vraiment tout le loisir et l'environnement pour s'exprimer, qu'il y ait cette tribune de liberté, de parole d'abord, et puis d'action ensuite. African Rethink Around. Expliquez-nous un peu ce... Mais si vous l'avez dit vous-même, vous en avez donné la meilleure définition, c'est-à-dire que c'est le moment du changement, donc on repense une économie, on repense une façon d'intégrer des acteurs de l'économie, en particulier cette jeunesse africaine, et justement on leur propose, en les invitant à Paris, puisque ce qui fait la différence des concours, il y en a pratiquement toutes les semaines dans le monde entier. Même, donc des jeunes que vous recrutez sur le continent, que vous emmenez ici, donc en France, pour qu'ils puissent présenter leurs projets. Alors, pour tout vous dire, nous avons reçu 280 dossiers de candidature sur des critères très simples. Être innovant, être duplicable sur le continent africain, être performant, donc gagner de l'argent, et avoir moins de 5 ans, et surtout répondant à des critères RSE, environnementaux, évidents, quoi. Et donc, nous lançons à travers les ambassades françaises tous nos réseaux académiques sur le continent africain et à Paris, avec les incubateurs, nous lançons un appel à candidature. Et cet appel à candidature a été lancé aux alentours du 25 mai, 20 mai à peu près, et nous avons clos les inscriptions le 15 juillet. 280 dossiers de candidature. Quasiment une parité entre l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, très peu de représentants de l'Afrique lusophone, un seul malheureusement, 280 dossiers, 120 sélectionnés, retenus dans un premier filtre, et un jury, dont je ne fais pas partie, par équité, un jury composé d'Africains et d'acteurs majeurs de l'économie, du journalisme aussi, se sont penchés sur ces candidatures, et j'ai le plaisir de vous annoncer, puisque c'était avant-hier, oui, nous sommes mercredi, avant-hier, oui. Il y a 54 jeunes femmes et hommes africains retenus qui viennent
De mémoire, je peux vous dire qu'il y a 3 Camerounais, 4 Sénégalais, Togo, Bénin, Côte d'Ivoire. Il y a plus de... Sur les 54, il y a 22 pays représentés. Et donc ces jeunes, effectivement, nous les invitons. C'est-à-dire que nous prenons en charge leur transport, leur hébergement pendant 5 jours à Paris. Et ils viennent présenter leur business model, ils viennent présenter ce qu'ils font. On leur arrange et on leur organise des rendez-vous avec des investisseurs, avec des industriels, avec des médias. Et c'est pour ça que je parlais de savoir-faire et de faire savoir, parce que ces jeunes ont un talent, mais évident. Ils ont un talent qui, malheureusement, trop souvent, n'est pas valorisé, n'est pas accompagné, n'est pas à juste titre, je trouve, enfin, à sa juste valeur. En parlant de cet accompagnement, pendant combien de temps suivez-vous les projets? Un an. Un an. Nous ferons un point sur les 9 lauréats de l'an dernier. Au moment du Lab, du 19 au 23 octobre prochain, à l'Hôtel de l'Industrie de Paris, nous ferons un point en invitant les 9 lauréats. Et pendant un an, nous les avons suivis. Pendant un an, nous avons, encore une fois, très humblement, parce qu'ils sont sur le terrain, nous sommes loin de leur terrain. Ils sont les acteurs majeurs de cette... Du continent. Voilà, absolument. Avec quoi repartent les lauréats? Ils repartent avec la promesse d'un suivi. Ils partent avec aussi la promesse de pouvoir s'adosser, comme je vous le disais, avec ce cabinet d'avocats, cette agence de communication, ce groupe de médias. Et voilà, donc ils savent qu'ils peuvent compter sur un encadrement à ce niveau-là. L'an dernier, nous avions comme partenaire Sciences Po, donc il y a eu une formation dispensée par Sciences Po pour ces lauréats. Ils repartent pour les 3 meilleurs avec un chèque. Bon. Qui est un chèque qui sert au développement de leur structure. Absolument, tout à fait, qui est effectivement obligatoirement destiné à être investi dans leur structure. Ils repartent avec... une envie de continuer? Oui. Ah oui, oui. Et du relationnel, comme vous disiez. C'est exactement ce que j'allais aborder. Ils repartent avec un carnet d'adresses ou ils repartent avec des contacts qui, on l'a vu, peuvent leur être utiles à une étape, à un moment du développement de leur société. On voit aujourd'hui énormément d'entreprises françaises attirées par le continent africain. Peut-on dire que l'Afrique représente l'avenir, la sortie de crise du pays, de la France? Il est évident qu'il faut considérer, il faut intégrer le continent africain comme un relais de croissance. J'apporterai pas restrictions, mais quelques nuances à cela. C'est qu'une entreprise française qui s'implante en Afrique, dont le siège reste à Paris, à la Défense, ou à Saint-Denis, tout près de vos studios, très beaux studios, je suis un peu, je suis un petit peu sceptique et je reste dubitatif quant à pareille ambition. Une entreprise française qui décide de s'implanter sur le continent africain, qui travaille avec des collaborateurs africains et qui emploie, bien sûr, mais à tous les niveaux, parce qu'employer des salariés qui, effectivement, vont sur le terrain, ne pas intégrer l'intelligence, le savoir-faire, et aujourd'hui, de toute façon, cette ouverture d'esprit et cette compétence et cette connaissance du terrain africaine par les Africains, il me semble que c'est une grave erreur. Y a-t-il justement dans votre stratégie une volonté politique, voire œcuménique? On fait tous de la politique. D'accord. Vous en faites, j'en fais. Ce n'est pas anodin. À la fois, si je prétendais faire de la politique par mon action et par notre action, ce serait vraiment se battre contre des moulins et être les Sancho Pancha du continent africain. Voilà. Il est vrai que aujourd'hui, les sociétés civiles, on l'a vu par le passé assez récemment, les sociétés civiles ont pris conscience de l'importance d'une information transparente, d'une information rapidement partagée, rapidement échangée. Les nouvelles technologies participent de cette évolution, j'allais même dire, émancipation des sociétés civiles et de la consommation. Donc de la politique, nous en faisons tous à notre niveau, nous sommes concernés par cela. Il est évident que quand vous travaillez sur l'éducation, vous travaillez sur la santé, la ville durable, les nouvelles technologies ou même les énergies. Avec notre partenaire Engie, on travaille vraiment sur le terrain avec des start-up africaines pour développer cet accès à l'énergie. À partir de ce moment-là, oui, vous faites de la politique. Et qui intéresse justement ce type de projet, vos projets? Vous voulez dire à qui intéresse
les partenaires industriels ou les... Mais moi je dirais que on devrait intéresser tout le monde, mais ce n'est certainement pas le cas. Mais en revanche, une chose est certaine, c'est que des partenaires ou des groupes, vous en parliez tout à l'heure, vous les citiez, enfin, vous faisiez allusion à cela, un groupe qui veut s'intégrer et qui veut développer une activité commerciale, industrielle sur le continent africain, pourrait nous regarder sympathiquement, se disant que effectivement les jeunes que nous sélectionnons, les jeunes, parce qu'il y a des pépites incroyables. Je suis convaincu que dans les lauréats de 2016, comme dans ceux de 2015, il y aura de grands industriels de l'Afrique en 2025, en 2030. Peut-on dire que vous faites de l'ethno-marketing? Est-ce qu'on fait de l'ethno-marketing? Du marketing, certes, de l'ethno-marketing. Oui, je pense que oui, vous avez raison. Oui. On fait de l'ethno-marketing. On peut qualifier notre démarche en partie par ce mot que je ne connaissais pas. Je repartirai de vos studios un peu moins bête que quand je n'y étais rentré. Voilà. Et peut-on dire que c'est une stratégie rentable aujourd'hui? Humainement, elle l'est, dans le sens où nous sommes comblés. C'est facile de répondre ça, mais on prend tellement de plaisir. Moi, je prends tellement de plaisir à discuter avec ces jeunes. C'est rafraîchissant, encore une fois, c'est réconfortant, c'est apaisant, c'est vraiment très agréable. Moi, c'est vraiment... ça fait 30 ans que je suis journaliste. J'ai rencontré des gens, des personnes merveilleuses. Aujourd'hui, j'en rencontre d'autres que j'aurais pu rencontrer dans mon métier de grand reporter, bien sûr, tout au long de mon parcours. Mais aujourd'hui, il y a des rencontres magiques, il y a des rencontres avec des jeunes, il y a des rencontres avec des dirigeants politiques qui sont assez passionnants. Il y a des femmes qui sont aujourd'hui à la tête de ministères, qui sont des femmes qui ont envie de changer la donne, qui ont envie de changer aussi l'image de l'Afrique, qui ont envie de changer le côté pessimiste d'une jeunesse qui pour certains est condamnée. Une jeunesse voilà. Condamnée? Ah, pour certains, oui. Une jeunesse du continent, une jeunesse africaine, de la diaspora africaine de France? Alors, de quelle jeunesse peut-on parler en termes de condamnation? Non, attention, je prête ce propos et je l'attribue à des personnes qui sont convaincues qu'effectivement, en partie, pour le moins, cette jeunesse, quand on sait que 60% des Africains ont moins de 25 ans aujourd'hui, on se dit, bon ben voilà, jusqu'où va aller la formation? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est plausible? Alors la jeunesse, la diaspora africaine en France, je vais être très clair avec vous, je la trouve extrêmement gâtée. Je trouve qu'elle est, paradoxalement, je la trouve absolument pas motivée, je trouve qu'elle n'a pas faim. Je suis très, très clair là-dessus parce que j'ai sillonné les incubateurs, j'ai sillonné d'autres partenaires, et je m'attendais à beaucoup plus d'empathie et de gourmandise de la part de ces jeunes de participer à notre trophée. Oui, pourquoi pas, mais il y en a d'autres. Je trouve cette jeunesse extrêmement... alors je déteste. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de confiance, justement, en ce que vous proposez? Il y a déjà un très fort manque de confiance politique de ces immigrés, en tout cas de ces enfants. Est-ce qu'on ne peut pas expliquer ça par ce rejet? Je pense que vous avez raison. Là, vous employez un terme qui est très fort. Là, au départ, là, vous parlez de rejet. Je ne pense pas qu'il y a rejet. Je pense qu'il y a... Il y a un manque de confiance, je crois que c'est plus cela, c'est-à-dire que... Mais des deux côtés, il y a un effet miroir, reflet qui est très troublant, qui est très, très dérangeant en tous les cas pour moi, parce que moi cette jeunesse, cette diaspora, je la trouve encore une fois pleine de qualité, pleine de valeurs, très intéressante, mais je regrette vraiment cette absence de confiance en soi d'abord, et puis en l'autre. Et c'est pour ça que la main n'est pas tendue, et c'est pour ça qu'effectivement... on est sur des positions... Et vous retrouvez justement cette confiance avec les acteurs du continent? Alors, il ne faut pas non plus se tromper, les acteurs du continent aujourd'hui nous font savoir qu'ils n'ont pas forcément besoin de nous. Et c'est tant mieux. Tant mieux. Les Africains n'ont pas besoin du petit blanc que je suis, du petit français que je suis, ou encore une fois, des institutions. Ils n'en ont pas besoin. En revanche, je suis convaincu que, vis-à-vis de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le faire savoir, il y a encore une marge, il y a encore un espace où effectivement, ensemble, on peut travailler. Merci à vous, Éric Bazin.
Merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. C'était votre magazine Politique Éco, entretien avec Éric Bazin, fondateur du Land of African Business. Je vous souhaite une excellente soirée.